9. C'est concrètement le nombre d'erreurs qui bloquent un scaling. C'est le nombre d'erreurs qui empêche une boutique de drop d'évoluer vers une marque établie. C'est le nombre d'erreurs qui sépare une boutique éphémère d'une entreprise capable de croître jusqu'à l'exit. À savoir que la totalité des e-commerçants qui stagnent aujourd'hui entre 200 000 et 1 million de chiffre d'affaires cochent au moins une des 9 erreurs dont je vais parler qui sont beaucoup plus courantes que ce qu'on pourrait penser. Des erreurs qui coûtent de l'argent, qui font perdre du temps, qui empêchent de scaler et la plupart du temps on y passe à côté sans même le savoir. Pour chaque point dont je vais parler, je vais expliquer le problème en profondeur, mettre en avant ce que ça coûte, t'apprendre à repérer les signaux d'alerte et surtout te permettre de les régler. Donc c'est parti avec l'erreur numéro 1. Piloter son réassort à l'instinct. Tu n'as aucun calcul de points de commande, aucun stock de sécurité défini, aucune projection de ravitaillement. Tu commandes quand tu vois que ça baisse, que ça devient limite, autrement dit quand c'est déjà trop tard. Parce que oui, c'est le cas d'une partie des e-commerçants qui gèrent leur stock à l'œil. Et pire que ça, leur agent aussi. Ils ont Shopify un matin, voient qu'il reste seulement 80 unités en stock et envoient un message à leur prestataire pour expliquer la situation. Lui de son côté, il contacte l'usine pour valider la commande, sauf que le stock met 3 jours à arriver à l'entrepôt, sauf s'il faut redémarrer la production, ce qui prendrait plutôt entre 10 et 20 jours selon le produit, les matériaux et le branding. Et si tu rajoutes ensuite le délai de fret de l'entrepôt à ton client, tu peux compter encore 4 à 10 jours en fonction des shipping lines utilisés et le marché visé. Et toi, pendant tout ce temps-là, t'es en rupture de stock, ou pire, tu continues à vendre sachant que ton client va mettre 3 semaines, 1 mois à recevoir son produit. Bon, en fait, je sais pas ce qui est le pire. D'un côté, t'as des clients qui attendent, donc des avis négatifs qui commencent à arriver, potentiellement des chargebacks avec la possibilité que ton Stripe saute. Et de l'autre côté, si tu coupes tout, tu dois également arrêter tes campagnes publicitaires, ce qui est pas top du tout, surtout si t'es sur un marché ou une niche avec pas mal de concurrents. Parce que pendant ce temps, il y a peut-être un mec avec plus de budget qui va lancer ton produit et t'écraser le temps que tu relances. À savoir aussi que ce problème, t'as le temps de le voir venir. Il arrive pas du jour au lendemain. Et en plus de ça, il est facile à prévenir. Et pour que ça soit concret, sur une rupture de 10 jours d'une marque à 500K de chiffre d'affaires par an, ça représente à peu près 15 000 € de chiffre perdu. Bon allez, on passe au second point avec une erreur du même type, n'avoir qu'un seul fournisseur. Aïe 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 les gars, c'est pas possible d'avoir qu'un seul fournisseur. Parce que oui, ça fonctionne quand tout va bien, mais le problème c'est que dans la supply chain chinoise, les aléas c'est pas des exceptions, ça arrive quand même assez souvent. En tout cas trop souvent pour se reposer sur qu'un seul prestataire. Et il y a des situations où même le meilleur fournisseur peut ne pas honorer ta commande dans les temps. Et à côté de ça, il y a tous les problèmes qui arrivent sans prévenir. Le fournisseur ne reçoit pas une commande de matière première, une inspection gouvernementale qui bloque l'usine, un client plus gros que toi qui passe une commande et qui fait glisser tes délais. Faut comprendre que ce sont des choses qui arrivent et dans tous les cas, mettre la pression sur l'usine ou ton agent servira à rien parce qu'ils seront juste en incapacité de produire ton stock. Et si de ton côté tu veux qualifier un nouveau fournisseur, faire une demande d'échantillon, négocier les prix, lancer un premier lot de production et faire un contrôle qualité propre, t'en as pour 6 à 10 semaines minimum. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Et ça veut surtout dire que si tu découvres que ton fournisseur a un problème le 15 octobre, t'es complètement grillé pour le Q4. T'auras jamais le temps de tout remettre en place proprement. Donc comme je le disais juste avant, il suffit d'un problème au mauvais moment et c'est peut-être toute une saison entière que tu vas perdre. Pour une marque qui fait 30 à 40% de son CA annuel pendant le Q4, une rupture sur cette période peut représenter 150K, peut-être 300K, 500K, peut-être même 1 million pour des grosses marques. Alors pose-toi les bonnes questions. Si ton fournisseur disparaît demain, qu'est-ce que tu vas livrer pendant les 3 prochaines semaines à tes clients? Et si t'as pas de réponse claire, tu peux commencer directement à chercher un fournisseur de secours. Allez, problème suivant. Confondre coût de shipping et coût logistique réel. Celui-là, c'est un grand classique et pourtant, tu peux pas te contenter de regarder le prix de shipping sur les factures que tu reçois et te dire que c'est ton coût logistique total. Parce que ça l'est pas et au mieux, c'est une ligne parmi une dizaine d'autres. Le vrai coût logistique total par commande, c'est tout ce qui intervient entre le moment où ton produit quitte l'usine de production et arrive jusqu'à ton client. Ce que t'as certainement pas compté, c'est le coût de stockage. Le coût de stockage mensuel de tes produits à l'entrepôt, le pick and pack, l'emballage lui-même avec le carton, le calage et les différentes protections, les frais de réception de marchandises quand un stock arrive à l'entrepôt, les frais de gestion des retours, les surcharges en poids volumétrique si tes produits sont imposants, et parfois des frais d'inactivité si ton stock ne tourne pas assez rapidement. Et chacun des points que je viens de citer, individuellement paraissent peut-être marginal, mais additionné à tout le reste, tu réalises que ton coût logistique total est certainement 15 à 30% plus élevé que ce que tu pensais.
récompensé. Sur un produit vendu à 35$ avec une marge brute de 15, si ton coût logistique réel est de 7$ au lieu de 5, eh ben t'as perdu 2$ de marge sur chaque produit vendu sans le savoir. Et la conséquence la plus grave, c'est que tu penses qu'un produit est rentable avec un certain ROAS, tu scales dessus, t'augmentes le budget pub pour te rendre compte plusieurs semaines après qu'en réalité tu perds de l'argent dessus. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est quelque chose qu'on a décidé de faire différemment chez Nova. On ne facture pas en Chine ni le stockage, ni le pick and pack, ni l'emballage de vos produits, ou même les erreurs de préparation comme on peut voir chez certaines 3PL. On prend seulement une marge comprise entre 8 et 10%, que ce soit sur le sourcing de vos produits ou le shipping. D'ailleurs, il y a mon numéro WhatsApp en description. D'ailleurs, il y a mon numéro WhatsApp en description si tu souhaites me contacter pour améliorer ta supply chain. Erreur numéro 4. Zéro contrôle qualité avant expédition. Ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, donc je vais pas revenir en détail dessus. D'ailleurs, n'hésite pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Je parlais de tous les problèmes des supply chains qui font que beaucoup de marges d'e-commerçants sont réduites. D'ailleurs, je suis prêt à parier qu'il y a au moins un des problèmes que j'aborde dans cette vidéo qui te touche directement. Et si c'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Bref, le contrôle qualité, c'est le truc que tout agent te promet, et surtout que la moitié ne font pas vraiment, ou alors de manière complètement superficielle. Ça peut être un coup d'œil sur la boîte, l'ouverture d'un carton sur 10, pas de test fonctionnel, pas de vérification des variants, et toi tu l'apprends quand tes clients commencent à se plaindre et surtout demandent les premiers remboursements. Et le problème des contrôles qualité, c'est qu'ils prennent des formes complètement différentes en fonction des catégories de produits. Par exemple, si tu fais de la mode, le plus courant, c'est les mauvaises dimensions. Un S livré à la place d'un M, un tableau des sizes qui ne correspond pas à celui que tu as sur ton site parce que les gabarits ont changé côté usine. Il peut également y avoir des problèmes de coloris qui peuvent changer d'un lot de production à l'autre. Ce qui était noir profond sur ton dernier lot peut devenir gris foncé sur le nouveau. Et le problème, c'est que ça se voit pas côté entrepôt si personne fait l'effort d'aller ouvrir tes colis pour sortir les produits. Un autre exemple, si tu fais du cosmétique ou des produits alimentaires, là c'est encore plus sérieux parce qu'on passe dans le réglementaire. Un produit sans liste d'ingrédients ou même pire avec une liste d'ingrédients chinois, c'est non-conformité directe sur le marché européen. Ça peut se faire bloquer en douane, il peut y avoir des plaintes de tes clients, voire même pire si ça déclenche des allergies. Alors là, t'es complètement foutu. Bon, et à côté de ça, il y a un problème qui revient régulièrement sur tous les secteurs. Le produit reçu par tes clients est différent du sample que tu as validé auprès de l'usine. L'usine a changé un composant, une matière ou une pièce sans te prévenir, et au lieu de la prendre à l'entrepôt, tu la prends quand tu as des dizaines de commandes qui sont déjà en chemin chez tes clients et que certains les ont déjà reçus. Bref, 1% de taux de défaut non détecté sur 5000 commandes par mois, c'est 50 retours. Sur un produit à 40$ de marge nette, c'est 2000$ de perte directe, plus le coût SAV, les avis négatifs et les chargebacks éventuels. Et si le problème dure 3 mois avant de détecter, t'as perdu 6000$ et probablement dégradé l'image de ta marque. Mais encore, c'est rien comparé au problème 8 et 9. Mais avant ça, erreur numéro 5, négliger le packaging comme variable logistique. Parce que le packaging, pour la plupart des marques e-commerce, c'est un sujet marketing. On pense à l'esthétique, au branding, à l'expérience unboxing, et c'est très bien, mais dans 90% des cas, personne dans cette réflexion ne pense à la logistique, aux dimensions, au poids, à la résistance au transport ou même à l'emboîtement pour optimiser le remplissage des palettes. Le résultat, c'est que des marques se retrouvent des packaging qui sont beaux, brandés, mais surtout complètement sous-optimisés pour la logistique. Des boîtes beaucoup trop grandes pour les produits qu'elles contiennent, ou même parfois des formats qui déclenchent des surcharges volumétriques. Et le poids volumétrique, c'est un calcul que tous les transporteurs appliquent. Le principe, il est simple. Si ton colis est léger mais volumineux, tu payes comme s'il était beaucoup plus lourd que ce qu'il n'est vraiment. La formule, c'est hauteur fois largeur fois hauteur, divisé par un coefficient généralement compris entre 5000 et 6000 en fonction du carrière. Si ton poids volumétrique dépasse le poids réel, c'est le volumétrique qui t'est facturé. Et surtout, c'est très courant sur des niches comme la mode, la déco ou même les accessoires. Le deuxième problème, c'est les produits qui arrivent abîmés. Souvent parce que le calage est insuffisant, c'est-à-dire qu'il y a trop d'espace vide dans les colis, le produit se balade, bouge beaucoup pendant le transport et arrive avec des coins écornés, des rayures ou même parfois un produit simplement cassé. Et la solution à ces deux problèmes, elle est simple, c'est d'impliquer ton prestataire logistique dans le design de ton packaging. Bon, on a fait le tour des 5 premières erreurs. Maintenant, vous allez voir que les 4 suivantes, c'est vraiment celles qui empêchent de scaler parce qu'elles touchent pas seulement aux marges, mais surtout à la capacité de tenir une bonne supply chain quand les volumes de commandes augmentent. D'ailleurs, j'en profite, mais si la vidéo et le contenu te plaît, n'hésite pas à liker, t'abonner sur une chaîne aussi petite. Ça apporte vraiment beaucoup de visibilité, donc je t'en serais reconnaissant. Et si t'as mis un like, alors on peut passer au problème numéro 6, ne pas traiter les retours comme une donnée stratégique. Les retours, ça se traite comme un coût réel sur la marge de ta marque. Quand le client retourne un ou plusieurs colis, souvent tu payes la livraison, puis les frais de retour à l'entrepôt. Ensuite, tu rembourses le client, puis tu ranges ou détruis le produit et passes à autre chose. Et dans ce process, la seule information gratuite que le client vous donne, c'est ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'un retour, c'est pas seulement un coût, mais c'est également un signal. Si tes retours augmentent sur un SKU précis et que tu regardes pas la
raison, tu peux passer à côté d'un lot défectueux. Et c'est toujours pareil, si tu fais pas attention et que tu l'apprends 3 semaines après, beaucoup de tes clients auront déjà reçu les colis, tu auras des dizaines de commandes qui sont en chemin et il faudra traiter tous les problèmes à la fois, alors qu'il aurait simplement suffi de connaître la raison des premiers retours pour éviter les suivants. Et il y a également la question des produits retournés. Le produit retourné est-il contrôlé par les agents de l'entrepôt? Est-ce que le produit est arrivé en bon état et est prêt à être remis en vente? De notre côté, on est en train de mettre en place un système qui permet à chaque retour de colis de commencer une procédure dans laquelle un des agents de l'entrepôt va récupérer le colis et l'unbox en vidéo. Il analyse premièrement devant la caméra l'ensemble du colis, puis des à l'intérieur, fait un test fonctionnel et vous transmet le fichier. Vous et vous seul êtes ensuite maître de la décision de rembourser ou pas votre client. Ce dispositif, il sera très prochainement disponible dans notre entrepôt en France. Et oui, parce que nos clients qui vendent des produits en Europe ont la possibilité de proposer des retours en France, ce qui donne beaucoup plus confiance qu'un retour en Chine. Enfin bref, pour une marque qui expédie 500 produits par mois avec 8% de retour, c'est 40 colis retournés. Si la moitié sont des produits en parfait état qui pourraient être revendus mais ne le sont pas, c'est 20 produits perdus chaque mois, 240 par an. On arrive très vite à plusieurs dizaines de milliers d'euros perdus chaque année. Donc posez-vous la question, c'est quoi les 3 principales raisons pour lesquelles mes clients retournent les colis? En attendant ta réponse, on passe à l'erreur suivante, une des plus chiantes, ignorer les fenêtres de production chinoises. Parce que chaque année, il y a 2 événements majeurs qui impactent la supply chain de tous les e-commerçants qui produisent en Chine. Le nouvel an chinois d'abord, entre janvier et février selon l'année. À ce moment-là, les usines ferment pendant 2 à 4 semaines. C'est une fermeture quasi totale d'une grande majorité des usines ici. Les ouvriers rentrent dans leur province natale, parfois à l'autre bout du pays, et quand ils reviennent, les usines redémarrent doucement. Il faut parfois 2 à 3 semaines avant de retrouver un cycle de production normal. Et si de ton côté t'as pas anticipé de stock, tu peux te retrouver sans produit pendant 6 à 8 semaines. La Golden Week ensuite, début octobre, c'est une semaine de fermeture nationale juste avant le Q4, au moment où toi tu veux que ta supply chain soit au maximum et que tout se passe comme prévu. Et il y a un troisième problème qu'on oublie souvent, c'est les pics de production. À savoir que les usines chinoises travaillent avec beaucoup de clients et il suffit qu'il y ait une grande marque américaine ou européenne qui passe une commande pour que l'usine priorise cette production. Et toi, tu es peut-être un très bon client depuis 2 ans, mais si quelqu'un passe une commande 10 fois plus grande que la tienne, bah tu vas attendre. Les délais glissent, les délais glissent, ah là là, les délais glissent. Les délais glissent, ton agent te dit que c'est un peu plus long que prévu et surtout, toi, pendant ce temps, tu es en rupture de stock. Et pour ça, la règle d'or, c'est de commencer à prévoir le Q4 en juillet. Pas en août, pas en septembre, encore moins en octobre, en juillet. Avant-dernière erreur numéro 8, stocker trop de SKU différents. D'ailleurs, like la vidéo si t'es encore là. À savoir que plus de produits ne veut pas dire plus de revenus. Chaque SKU que tu ajoutes à ton catalogue, c'est une ligne de stock en plus à prendre en compte, un réassort à planifier, peut-être un fournisseur à gérer, un espace en entrepôt à occuper et une référence dans ton système logistique à ajouter. À 10 SKU, c'est gérable. Si tu te retrouves avec 80 produits et des variants et des tailles différentes, t'as une organisation logistique à plein temps si t'as pas les outils et les process derrière. Et le problème aussi, c'est que quand tu multiplies les références, tu as mécaniquement des produits qui fonctionnent très bien et d'autres qui fonctionnent peu, voire mal. Les 20% des SKU qui font 80% de ton chiffre, ils sont là, mais le reste, c'est du capital immobilisé qui prend de la place, génère parfois des frais de stockage et surtout mobilise de l'attention opérationnelle au détriment de tes best-sellers. Mis à part tout ça, il y a également un effet sur les fournisseurs. Parce que le truc, c'est que si tu as 40 références avec 40 fournisseurs différents, et ben tu es un client marginal pour chacun d'entre eux. Tu n'as pas vraiment de levier pour négocier avec eux. Tu n'es pas prioritaire non plus en cas de pic de production. Donc tu n'as pas du tout accès aux meilleures conditions. Du capital mobilisé sur des produits qui ne tournent pas, en plus de tous les frais dont j'ai parlé. C'est surtout un manque de budget pour les ads et potentiellement pour le scaling. D'ailleurs, chez Nova, on est en capacité de financer le stock de certains de nos clients. Donc encore une fois, n'hésite pas à me contacter, il y a mon WhatsApp en description. Allez, 9e et dernière erreur, ne pas déjà avoir fait confiance à Nova Fulfill pour gérer sa supply chain. Nova, c'est 60 d'employés avec des agents francophones, des agents anglophones, 2 entrepôts, un à Dongguan et un à côté de Paris. On prévoit également d'ouvrir un entrepôt d'ici 1 an aux États-Unis. Et globalement, on est en capacité aujourd'hui de targeter n'importe quel pays dans le monde. On expédie déjà aujourd'hui plus de 4000 produits, de marques qui nous ont fait confiance. On continue tous les jours d'améliorer nos services, de négocier avec les shipping lines avec lesquels on travaille pour avoir de meilleurs prix. Et surtout, on est actuellement la supply chain la moins chère, que ce soit sur le marché chinois ou même français. Donc n'hésite pas à me contacter comme l'ont fait déjà 3 personnes après avoir visionné ma première vidéo. 2 d'entre elles travaillent déjà avec nous et c'est en cours pour la 3e. Peut-être qu'on sera en capacité pour toi aussi d'améliorer ta supply chain. Bon, en tout cas, voilà 9 erreurs. Maintenant, tu sais si tu es concerné ou pas. Toutes ces erreurs se corrigent assez facilement d'ailleurs, mais la plupart du temps, on le voit pas parce que quand le business tourne, on se concentre sur le CA, sur améliorer les ads, le marketing, scaler les campagnes publicitaires. Et la supply chain, généralement, ça passe en second plan, en tout cas jusqu'au jour où elle devient le problème principal. Que ce soit pour un audit de tes coûts logistiques, un sourcing produit ou même des questions, n'hésite pas à m'écrire. C'est gratuit.
gratuit, ça prend quelques minutes et la plupart des gens qui le font trouvent des solutions à des problèmes qu'ils ont depuis des mois. Abonne-toi pour pas louper les prochaines vidéos, like celle-ci si je t'ai appris quelque chose, ça aide vraiment la chaîne à démarrer et je te dis à très vite.